Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le vice-président Thiemoko Meïlie Koné à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il a pris part à la 17e édition de la World Policy Conference. Les travaux ont porté sur la gouvernance économique mondiale. Il a rappelé le contexte particulièrement critique sur les plans sécuritaires, économiques et politiques dans le monde. Et 4e édition du Festival national de l'Afrique. Le Premier ministre a ouvert hier cet événement au Parc des Sports de Treichville. Membres du gouvernement et des communautés africaines participent à ce rendez-vous. La jeunesse sensibilisée sur l'importance de préserver l'unité et les valeurs culturelles africaines. Des accidents de la circulation avec ses blessés graves et ses morts. Le dernier cas en date, c'est la tragédie sur la route Bokwa, Daloa-Issia. Des causes connues, les véhicules ne sont plus adaptés et le non-respect des règles et codes de la route. Quand renouveler le parc automobile devient exigence, un reportage à suivre. Et puis on va suivre également François Bayrou au poste de chef du gouvernement français depuis ce vendredi. Il succède à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre dernier. Bayrou doit former un gouvernement et échapper à la menace de censure de l'Assemblée nationale. Il doit surtout faire adopter un budget pour 2025. Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, le vice-président de la République a pris part ce vendredi à l'ouverture de la 17e édition de World Policy Conference. Thiemoko Meïlie Koné a rappelé le contexte mondial particulièrement critique sur plusieurs points. Il appelle à l'action collective et de façon urgente. Fatou Fofana. La gouvernance économique mondiale, la paix au Moyen-Orient, le changement climatique, l'avenir de l'Europe après la guerre en Ukraine ou encore l'élection du président américain Donald Trump, autant de sujets au cœur des échanges de la World Policy Conference du 13 au 15 décembre à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. La Côte d'Ivoire est représentée à cet espace privilégié de réflexion économique et géostratégique par son vice-président Thiemoko Meïlie Koné. Cette plateforme permet aux décideurs, chercheurs et leaders d'opinion de divers horizons d'échanger sur la marche du monde, de partager leurs idées et de proposer des solutions pour un avenir meilleur. Le vice-président ivoirien a dressé un tableau de la situation dans le monde et plus particulièrement sur le continent africain. En dépit d'une situation globale peu reluisante, Thiemoko Meïlie Koné a souligné les progrès réalisés par son pays ces dernières années, grâce notamment à des réformes et à des investissements de taille. Malgré ce contexte international marqué par des défis majeurs et de nombreuses incertitudes, la Côte d'Ivoire a su préserver sa trajectoire de croissance économique grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Ouattara Alassane. Depuis 2011, 3 plans nationaux de développement successifs ont servi de cadre stratégique pour orienter les réformes et les investissements nécessaires à cette transformation. Ces plans ont permis d'opérer des réformes structurelles ambitieuses et de réaliser des investissements massifs pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes et compétitive dans les secteurs clés de son économie. Autant d'efforts qui ont contribué à redynamiser l'économie avec un taux de croissance moyen d'environ 8% par an au cours de la dernière décennie. Le taux d'investissement qui était inférieur à 9% en 2011 a progressé de manière significative pour dépasser 25% en 2023. Si les indicateurs passent au vert à l'échelle nationale, pour le vice-président ivoirien, il reste néanmoins évident que les défis actuels auxquels le monde est confronté exigent des réponses globales, inclusives et ambitieuses. En premier lieu, il est impératif de résoudre la question cruciale du financement du développement en mobilisant des ressources adaptées aux besoins croissants des économies en développement. Pour atteindre cet objectif, une réforme profonde de l'architecture financière internationale, telle qu'évoquée lors du sommet de l'avenir, pourrait jouer un rôle déterminant. Dans le même temps, les engagements pris lors des COP en matière de financement de l'action climatique
devront se matérialiser le plus rapidement possible afin de soutenir l'adaptation des économies africaines aux impacts croissants du changement climatique et d'accélérer leur transition écologique. Enfin, aucun des efforts ne pourra porter ses fruits sans une attention particulière à la jeunesse, notamment en Afrique. Pour sa participation à ce grand rendez-vous de réflexion et de dialogue autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale, la Côte d'Ivoire met en avant le devoir collectif de transformer les défis mondiaux en opportunités pour bâtir un avenir plus inclusif, durable et prospère. Fondée en 2008 et présidée par Thierry de Montbrial, président de l'Institut français des relations internationales, la World Policy Conference rassemble des personnalités de haut niveau des 5 continents. Et après l'économie et mot de culture, le Premier ministre à la 4e édition du Festival national de l'Afrique qui se tient au Parc des Sports de Treichville. Il a ouvert l'événement ce jeudi en présence de membres du gouvernement et des communautés africaines. La jeunesse sensibilisée sur l'importance de préserver l'unité et les valeurs culturelles africaines. Marie-Chantal Akanda. La 4e édition du Festival national de l'Afrique, FENA 2024, s'inscrit dans une dynamique de réaffirmation des valeurs fondamentales de l'Afrique, tout en mettant en lumière le rôle clé de la jeunesse dans la préservation du patrimoine culturel. Que seraient nos États dans le futur si les jeunes qui doivent les animer ignorent les fondements socio-culturels de leur société? Que seraient nos jeunes demain s'ils ignorent les valeurs culturelles qui fondent leurs identités? Ce thème nous rappelle donc nos missions de préservation et de promotion de notre si précieux patrimoine culturel. Notre responsabilité est donc la transmission de nos savoir-faire à notre jeunesse, qu'elle s'approprie ces traditions tout en restant connectée avec la modernité. Le parc des sports de Treichville a réuni une mosaïque de cultures africaines autour d'un objectif commun. Au nom de la commissaire générale, Christine Assalé a plaidé pour un engagement accru des autorités dans la valorisation des traditions africaines. Chers parents, pour l'éducation et la cohésion sociale, vous êtes des acteurs clés dans la transmission des valeurs culturelles en enseignant à nos enfants le respect des traditions, des anciens, ainsi que le savoir-vivre et le savoir-être. La cohésion sociale passe par l'acceptation de nos diversités culturelles et ethniques. Il est primordial d'éviter les conflits interethniques et religieux, car ils fragilisent notre société et entravent notre développement commun. Le ministre d'État Kobenan Adjoumani a réaffirmé son soutien à cette initiative et a annoncé des dons estimés à 21 millions de francs CFA pour soutenir cet événement. Le Premier ministre Robert Beugri-Mambé, haut patron de la cérémonie, a souligné que la culture est le socle identitaire des peuples et un vecteur de cohésion sociale. La culture donne à l'homme, à chaque homme, son identité. Parce que la culture décrit, expose et trace le passé, le présent et l'avenir de chaque homme. Nous devons tous enseigner à nos enfants le respect des aînés, le respect des aînés, le respect pour les chefs traditionnels, le respect pour les chefs religieux, le respect pour la vie humaine et surtout le respect pour les parents. La première bénédiction d'un enfant, c'est d'aimer son père et sa mère. De là, Dieu ouvre toutes les portes. Le FENA 2024 se positionne comme un appel vibrant à la jeunesse africaine, l'invitant à préserver et à transmettre les valeurs et traditions qui façonnent l'histoire et l'avenir culturel du continent. Ce festival constitue ainsi un pont essentiel entre tradition et modernité. Le
Le Premier ministre Robert Begley-Mambé a aussi célébré l'excellence académique ce vendredi. Il a présidé la cérémonie de sortie de promotion des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. 429 étudiants ont reçu le diplôme de licence et master avec pour nom de baptême promotion Begley-Mambé. Ils ont été formés dans différentes filières. Le chef du gouvernement a salué les efforts des nouveaux diplômés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité veut renforcer les capacités de l'inspection générale de son département. Ces agents vont accentuer le contrôle et l'audit pour la performance des services de l'administration du territoire. Des journées de réflexion se tiennent sur la question. Des experts sont venus de la France et du Maroc pour partager les expériences. Walter Amadou Ouattara, Damasangare. Placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'Inspection générale des services de l'administration du territoire, IGSAT, est chargée essentiellement de contrôler le fonctionnement régulier des services de l'administration du territoire. Pour Fagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'IGSAT n'est pas un garage et tout sera fait pour impulser une nouvelle dynamique à cette structure. Nous voulons affirmer notre ambition de voir l'IGSAT devenir un levier d'excellence et de transformation pour l'ensemble de l'administration du territoire. Cette mission n'est pas seulement d'encadrer et de contrôler, mais d'inspirer et de soutenir les structures décentralisées et déconcentrées dans une dynamique d'amélioration continue, en lien avec les aspirations de notre administration. D'où la tenue de cette première édition des journées de l'inspection générale des services de l'administration du territoire. Elle est soutenue par des présidents d'institutions et membres du gouvernement. L'action du ministre ne vaut que parce qu'il y a une inspection générale efficace au travail, qui agit sans état d'âme, qui détecte les problèmes, qui aide à apporter des solutions par des approches innovantes. Parrain de l'événement, Dr Eugène Akaole, président du CESEC, encourage les panélistes à mener des réflexions pertinentes, bénéfiques à tout le pays. L'inspection générale des services de l'administration du territoire est appelée à être un moteur de transformation et d'innovation en identifiant notamment les meilleures pratiques à mettre au service de nos territoires et en proposant des recommandations concrètes pour le bien-être de nos concitoyens. Des inspecteurs généraux venus de France et du Maroc vont 2 jours durant partager leurs expériences avec leurs homologues ivoiriens. À cette occasion, 15 personnalités qui ont servi l'administration des territoires, dont certaines encore en service, ont été distinguées. Et parlons d'un développement sur le continent africain. Une agence ouverte à Abidjan pour financer le développement des pays africains. Il s'agit de la Société américaine pour le financement du développement international. Des membres du gouvernement étaient à l'ouverture à l'ambassade des États-Unis. Juliette Ouéa. En coupant ce ruban rouge, la Côte d'Ivoire et les États-Unis mettent en activité le Bureau Afrique de l'Ouest de la Société américaine pour le financement du développement international, la DFC. Les États-Unis, à travers cette nouvelle agence, veulent booster les investissements et stimuler la croissance des pays en développement. Les États-Unis restent engagés à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses aspirations pour l'avenir. Nous posons les bases de l'avenir que nous voulons construire ensemble, un avenir plus prospère pour nos 2 nations. Énergie, santé, sécurité alimentaire, petites entreprises, des projets éligibles à la Société américaine pour le financement du développement international. C'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais surtout encourager le secteur privé ivoirien à saisir toutes les opportunités qu'offre la DFC en y souscrivant massivement, car la Côte d'Ivoire, du fait de son positionnement géographique, constitue une porte d'entrée stratégique sur le continent africain et dans la région ouest africaine. La Côte d'Ivoire partage pleinement les principes de la DFC, notamment ceux relatifs à la gouvernance transparente, à la durabilité environnementale et à la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour promouvoir un développement durable qui bénéficie à tous les Ivoiriens, tout en respectant les normes internationales en matière de protection de l'environnement et du respect également des droits humains. La Société américaine pour le financement du développement international prévoit pour la Côte d'Ivoire un portefeuille de plus de 25 milliards de francs CFA.
Et souvenez-vous, ce dernier cas a ému tout le pays. L'accident sur la route d'Aloa-Issia la semaine dernière. Arrêtons-nous justement un instant sur ces blessés et morts sur les routes. Des accidents dont les causes sont déjà connues, le non-respect du code de la route et l'état de certains véhicules. Le ministère des Transports, heureusement, poursuit sa visite de renouvellement. Sa politique de renouvellement et des véhicules ne sont plus adaptés, autant le dire, au transport public de passagers. Quand renouveler le parc devient exigence, un sujet de Géna Toubé. Sur l'axe d'Aloa-Issia revêtu d'un bitume neuf en divers endroits, c'est toujours le va-et-vient incessant des véhicules de transport. On les appelle communément Massa et Vario. Les voici en stationnement dans le village de Brocquois, à 15 km d'Issia, à la recherche de passagers. Ironie de l'histoire, c'est dans ce village qu'est survenu le terrible accident du vendredi 6 décembre, faisant 26 morts et 33 blessés. En cause, l'incivisme des conducteurs de ce type de véhicule. Aujourd'hui, encore, Brocquois est dans la consternation. Depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive même pas à manger de la viande. Les gens étaient brûlés. Bon, on sentait mal à l'aise dans le village. L'accident de Brocquois achève de convaincre de ce que les véhicules de transport appelés Massa et Vario dans l'inconscient collectif sont des dangers potentiels pour les passagers. L'argument avancé est que les engins sont vieillissants et mal entretenus. Les conducteurs ne respectent pas le code de la route et multiplient à l'envi les voyages à l'aide d'excitants ou de produits dopants pour le maximum de profit. Gare routière de Daloa. Les Massa et les Vario, à partir de cette gare, toujours pleine de monde, plusieurs destinations. Dans cette région, les Massa, les Vario sont les véhicules rois, sur les routes menant à Vavois, Guessabo, Issia et Gonaté, localités à partir desquelles l'on peut accéder à plusieurs villages de la région. Emprunter ce type de véhicules est mal nécessaire, confessent les passagers. Et face à cette réalité, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Je vais à Bébo aussi, chez moi. Je ne suis pas très contente parce que dans ce siècle-là, on ne doit pas avoir vraiment seulement les dinars. On peut avoir vraiment les bonnes voitures pour arriver là-bas. On dit que quand ils prennent Massa, ce n'est pas bon. Ça dépend des chauffeurs de Massa. Il y a les conducteurs qui roulent bien. Il y a les conducteurs aussi, franchement, qui ne roulent pas bien. Bon, quand un passager apprête un conducteur comme ça, franchement, s'il descend, quand il va voir Massa, il va dire non, Massa n'est pas bon. Le rapport des données statistiques des accidents sur la voie publique en race campagne du 1er janvier au 31 octobre 2024 dans la région du Haut-Sassandra, établi par la Direction régionale des transports du Haut-Sassandra, indique 109 accidents mortels, faisant 10 tués, 27 accidents corporels faisant 77 blessés, ce qui donne en moyenne un accident par jour et un tué par mois. Les principales causes de ces accidents, selon la gendarmerie, sont la vitesse excessive, le non-respect du code de la route et le mauvais état de fonctionnement des véhicules. Ce dimanche, Diaby Ibrahim, le premier responsable du Haut Conseil des entreprises de transport, rencontre les membres de la délégation de Daloa. Le contexte n'est pas favorable à l'image de la corporation et impose que les vérités soient dites. Au moment où le gouvernement a fait l'effort nécessaire de doter notre pays d'un réseau routier impeccable, c'est en ce moment-là que nous commençons à voir qu'il y a des accidents de la circulation. En ce qui nous concerne, la lutte que nous avons à mener aujourd'hui, cette lutte-là va être dirigée principalement vers nos machinistes, vers nos conducteurs routiers, vers nos opérateurs du secteur du transport, pour attirer l'attention des uns et des autres que trop c'est trop. Après plusieurs mois de sensibilisation, pour nous, il est important de passer à une phase de répression. La répression. Mais pour l'heure, c'est toujours la phase de sensibilisation qui est en vigueur, dans le prolongement des campagnes portant sur la lutte contre les accidents de la circulation à l'endroit des usagers de la route. Au centre culturel d'Issia, où le ministre des Transports a rencontré les transporteurs après la tragédie de Brocquois, rencontre élargie à tous les acteurs du secteur, Amadou Koné les a exhortés à s'engager dans le professionnalisme. Même si globalement le parc automobile en Côte d'Ivoire s'est rajeuni,
Mais il y a sur le segment de transport de personnes, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Donc il nous faut continuer donc, de façon vigoureuse et sérieuse donc, à travailler sur le renouvellement du parc automobile. Le ministre des Transports invite les transporteurs, particulièrement les conducteurs, à tirer les enseignements de la tragédie de Brocquois et surtout à s'approprier les mesures pour réduire les accidents de la circulation. Des mesures appelées à chaque campagne contre le civisme routier. Et quand renouveler le parc devient une exigence, attention donc sur la route, surtout en ces périodes de fin d'année. Justement, c'est un rendez-vous incontournable chaque fin d'année. La RTI vous permet de commencer le nouvel an dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous est donc pris cette année encore. Bonjour 2025, une dizaine d'humoristes, anciennes et nouvelles générations sont sélectionnés pour vous. Un spectacle qui aura lieu le 4 janvier 2025. Didier Nguessan. 4 janvier 2025, Parc des Expositions, Abidjan-Port-Boué. 2 mois de tournée à l'intérieur du pays, suivi du Casino de Paris le 3 mai 2025. Voici les dates de Bonjour 2025, 18e édition. L'émission humoristique du groupe RTI est une école de talent qui ne cesse de mettre en lumière de nombreux humoristes depuis 2006. Chaque année, la liste des sélectionnés est attendue par le public. Sont admis pour le concours de Bonjour 2025 Ange Maurice, nouveau venu, Agalawal, qui sera là, Boukari, qui sera des nôtres, Joël, qui remplit encore pour une énième fois, Wallace de Perpignan, qui sera là, en cas de cas est retenu, fils unique, Papitou sera là. Mais nous réservons une surprise encore pour le jour même de l'événement. Les artistes promettent d'égayer le public. Et merci à la RTI pour cette confiance placée à moi. Je ne suis pas le meilleur, nous sommes beaucoup, mais à chaque fois la RTI pense à moi. Et moi aussi, je n'ai jamais déçu la RTI. Je suis prêt à m'engager, à donner tout le meilleur pour que ça soit une réussite parfaite. Presque tous les humoristes ivoiriens veulent jouer à Bonjour. Donc avoir la chance de participer à Bonjour, je ne vais pas m'amuser avec ça. Je vais montrer que j'ai ma place à Bonjour. Toujours de l'humour bien travaillé. Et j'y travaille actuellement avec mon metteur en scène personnel. Et je pense qu'avec ce nouveau metteur en scène, on pourra réaliser quelque chose de fou. C'est ça le plus important, pour proposer quelque chose aux Ivoiriens, pour que, surtout que nous sommes en période électorale, il faudrait qu'on puisse leur donner le maximum de rire pour que les tensions descendent. Pour l'édition dite de la maturité, l'équipe de production a recruté Clément Michel en qualité de directeur artistique. Ce manager d'un comédie club a à son actif une centaine de productions. Cette année, on va organiser un grand spectacle autour des valeurs essentielles de la Côte d'Ivoire qui sont le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Alors bien sûr, autour de ces valeurs, il va y avoir une histoire, mais on préfère vous garder le secret, le suspense pour tous les gens qui participeront à ce spectacle. Bamba himself, producteur délégué de Bonjour, annonce les couleurs. La grande innovation cette année, nous avons fait appel à un artiste international, non des moindres, Ahmed Silla. Donc vous aurez la chance de voir certains qui sont plus ou moins anciens et ceux qui sont nouveaux. Ils vont défiler sur la même scène, la grande scène du parc des expositions d'Abidjan. Et ce qu'on recherche, et ce qu'on a toujours recherché d'ailleurs, c'est l'unité. C'est comment ramener les Ivoiriens ensemble, se retrouver et partager un moment ensemble. Et c'est ça, le leitmotiv de Bonjour depuis lors. Quand on arrive à s'asseoir, on se parle, on se dit bonjour. Et ça marche. Un hommage a été rendu à Yaya Sanogo, réalisateur et initiateur du projet d'émission Bonjour en 2006, rappelé récemment à Dieu. Et en attendant le rendez-vous, donc le 4 janvier pour Bonjour 2025. Maintenant, on sort du pays. 49 étudiants ivoiriens ont reçu des bourses pour des études en tourisme et hôtellerie au Maroc. Cette formation améliore l'employabilité des jeunes. Depuis 2011, ce sont plus de 400 qui ont été encadrés par l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail, en partenariat avec la direction de la coopération et de la professionnalisation. Une incursion dans la ville de Setat et à Casablanca au Maroc, des écoles qui forment au métier du tourisme. Nos envoyés spéciaux Patricia Omouetia et Adama Sangaré nous montrent une coopération qui marche bien. Depuis 2011, ce sont plus de 400 jeunes Ivoiriens
qui ont été encadrés par l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail, en partenariat avec la Direction de la coopération et de la professionnalisation du ministère ivoirien du Tourisme. Dans cette perspective, au titre de l'année académique 2024-2025, 49 nouveaux boursiers vont intégrer les instituts marocains de formation. C'est donc dans ce droit fil que le ministère du Tourisme a organisé cette agapé festive pour le départ de la dite promotion. Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à Monsieur le ministre pour l'opportunité qu'il nous offre de poursuivre nos études. Nous nous engageons à mettre cette expérience acquise au profit de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, nous nous retrouvons dans la ville de Setat, au Maroc, précisément à l'école de tourisme et d'informatique. Ici, les cours d'art culinaire se dispensent dans une ambiance conviviale. Le Maroc est aujourd'hui un pays d'accueil pour la migration estudiantine internationale. L'une des singularités de l'enseignement professionnel de l'hôtellerie et tourisme réside dans le fait que le Maroc accueille un nombre important d'étudiants étrangers. Moi, j'ai choisi la filière parce que de base, j'aime l'hôtellerie. Je suis ici pour 2 ans et demi. Les Ivoiriens constituent la première communauté d'étudiants inscrits dans les écoles de tourisme au Maroc. Le directeur de l'école se félicite de garder de bonnes relations avec les étudiants. Leur formation est fusionnée entre le restaurant et la cuisine, des modules en cuisine et des modules en restaurant. Après avoir obtenu leur diplôme, eux aussi, ils peuvent facilement s'intégrer. Il y a deux secteurs, le secteur nautique et le secteur tourisme. Donc le secteur nautique, il y a le développement digital, l'infrastructure digitale, et pour le tourisme, management et le service de restauration. Autre étape de notre voyage, la rencontre de la délégation avec le premier conseiller de l'ambassade représentant Lamine Ouattara, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. Le premier conseiller de l'ambassade a réaffirmé l'enjeu d'une industrie touristique et hôtelière performante et aux standards internationaux pour le développement de nos deux pays. Pendant 13 ans, nous avons formé plus de 500 étudiants, surtout que c'est des étudiants qui sont bien formés et quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, pour la plupart, ils ont un emploi en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus au Maroc sur instruction de Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Sendou Fofana, pour voir les étudiants qui arrivent chaque année au Maroc, les conditions dans lesquelles ils vivent, les conditions de travail. L'école hôtelière de Casablanca. Cette école est reconnue comme leader en matière de formation dédiée au secteur de l'hôtellerie et de la restauration au Maroc. Selon les responsables des écoles fréquentées, les étudiants ivoiriens se comportent très bien au niveau des études. Selon mon expérience en tant que formatrice, c'est vraiment des stagiaires qui sont très assidus, très motivés. Ils ont un certain savoir-vivre que j'ai beaucoup admiré. L'incidence recherchée est de mettre en œuvre la politique de formation du gouvernement ivoirien, une ressource humaine à fort potentiel technique et aux standards internationaux. C'est aussi l'occasion de célébrer la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc en matière de formation professionnelle, eu égard à son exemplarité dans la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme. Et après le Maroc, on termine en France. François Bayrou au poste de chef du gouvernement français depuis ce vendredi. Il succède à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre dernier. François Bayrou doit former un gouvernement et surtout défendre le budget 2025. Julien Gogo, Gabriel Zani. De la mairie de Pau à Matillon, François Bayrou est le nouveau Premier ministre français. Il remplace Michel Barnier qui aura passé seulement 3 mois à la tête du gouvernement. Député des Pyrénées-Atlantiques entre 1986 et 2012, président du Conseil général du même département de 1992 à 2001, puis eurodéputé de 1999 à 2002. Le nouveau Premier ministre français a à son actif plusieurs mandats électifs, sans compter qu'il a été ministre de l'Éducation nationale sous 3 gouvernements de droite entre 1990
93 et 97. D'obédience centriste, François Bayrou, président fondateur du MODEM, mouvement démocratique depuis 2007, est vu comme un allié du président français. En effet, il soutient Emmanuel Macron en 2017 en renonçant à concourir à la présidentielle. Après un bref passage au ministère de la Justice comme ministre d'État garde des Sceaux, François Bayrou est nommé en 2020 au commissaire au plan par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nommé Premier ministre, il aura la mission de former un gouvernement capable de résister à la censure qui a emporté Michel Barnier. Emmanuel Macron attend de lui la formation des gouvernements d'intérêt général. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que les yeux du village suffisent comme miroir. Dieu vous